Ils ont appelé cela une punition diplomatique. C'est ainsi que le Conseil galactique a qualifié les sanctions, les embargos et le procès public auquel la Terre a été contrainte d'assister. Tous les représentants de chaque espèce extraterrestre avancée étaient assis dans cette immense chambre d'obsidienne sur Jartel Prime, jugeant l'humanité comme s'ils étaient des criminels de l'ombre. Pourquoi faire? Pour riposter. 1 an avant le procès, la Terre s'était défendue contre une exploitation minière illégalement mise en place par l'Empire Tavari, une race suffisante au visage tentaculaire, qui croyait que les espèces inférieures devraient être reconnaissantes d'être exploitées. Leurs machines avaient commencé à forer dans la fosse des Mariannes sans prévenir. Aucune communication, aucun accord, rien. Juste des plateformes extraterrestres géantes qui fendent la Terre comme une noix. Au début, les humains ont envoyé des avertissements, puis des émissaires. Puis sont arrivées les explosions. 3 plateformes détruites, 37 victimes Tivari. Et soudain, la Terre a été qualifiée d'agressive, de non civilisée et de menace pour la paix galactique. Dans les mois qui suivirent, les livraisons de nourriture furent interrompues. Les partenaires commerciaux disparurent. Les satellites terrestres furent accidentellement délogés de leur orbite par des débris cosmiques. Puis vint la plus grande humiliation, la présence forcée au tribunal du Conseil galactique. L'ambassadrice Naomi Ressa se tenait devant eux, seule humaine, autorisée à entrer dans la salle d'audience. Une femme mince aux yeux fatigués et à la peau couleur acajou profond paraissait bien trop humaine comparée aux élégantes formes rayonnantes et aux bêtes imposantes qui l'entouraient dans le cercle. « Vous êtes une espèce violente », siffla le chancelier Aksarit, un être cristallin flottant du consortium Zeln. Sa voix résonna de manière surnaturelle, telle une cloche sonnée sous l'eau. Vous n'êtes pas encore prêt pour une plus grande civilité. Votre monde sera confiné. Vous n'êtes pas encore prêt pour une plus grande civilité. Votre monde sera sous contrôle. Naomi serra les mâchoires, ses mains, cachées dans sa robe, se crispèrent en point. Elle n'était pas en colère contre elle-même. Elle était en colère pour les enfants de Nairobi qui n'avaient pas reçu de céréales ce mois-là, pour les scientifiques du dôme de recherche de Luna qui avaient perdu leur électricité lorsque leurs panneaux solaires avaient été sabotés, pour les millions de personnes sur Terre qui vivent sous le poids de la peur, de la faim et du silence. Pourtant, elle s'inclina. « Nous comprenons votre verdict, » dit-elle. « Non, vous ne le comprenez pas, » murmura une voix derrière elle. Elle venait du général Vakor des Trinlai, l'une des branches militaires du Conseil. Il sourit, les défenses découvertes. « Mais vous le comprendrez. » La Terre quitta ce procès humilié, privée de ses droits commerciaux, encerclée par des flottes de patrouilles, sans vaisseau ni entrée ni sortie, et, pire encore, diffusée sur toutes les planètes civilisées comme un récit édifiant. C'est à ce moment-là que l'humanité cessa de plaider. Elle commença à planifier. Dans les bunkers sous Genève, dans les cyberlaboratoires de Séoul, dans le profond silence des colonies martiennes, elle se rassembla. Ni gouvernement,
ni politiciens, mais des dirigeants, des combattants, des survivants, des gens qui n'avaient plus rien à perdre et tout à reprendre. L'un d'eux était Elias Ward, ancien agent des forces spéciales, désormais qualifié de terroriste par le Conseil intergalactique. Il avait un œil, une colonne vertébrale à moitié mécanique et la réputation de briser les os avant de poser des questions. Il avait vu sa sœur mourir lorsqu'un blocus municipal avait empêché l'arrivée de ses médicaments contre le cancer. On ne frappe pas un chien sans arrêt, et on s'attend à ce qu'il reste fidèle, avait-il dit lors de la première rencontre. Il finit par mordre, et les humains ont mort fort. Ils avaient appelé leur opération « Braise noire », pas une guerre, pas une rébellion, un jugement. Discrètement, ils commencèrent à détourner les drones du Conseil, à falsifier les communications, à recueillir des renseignements et à reconstruire de vieilles armes que le Conseil avait interdites après l'intégration de l'humanité dans la société galactique. Puis ils commencèrent à disparaître, cargos, vaisseaux de recherche, charognards, se glissant dans les ceintures d'astéroïdes, là où le Conseil ne pouvait les voir. Naomi y participait aussi, toujours ambassadrice publiquement. En privé, elle était la voix de la vengeance. « Tu as fait plier l'humanité », murmura-t-elle lors d'une transmission. « Maintenant, nous nous relevons, et tu te souviendras de nous non pas comme de mendiants, mais comme de la tempête que tu n'avais jamais vue venir. Il ne s'agissait plus de gagner, mais de les faire payer. » Un acte de cruauté après l'autre, le Conseil avait érodé la fierté de l'humanité, son unité, son espoir. Et maintenant, il ne leur restait plus que la rage, celle qui obscurcissait les étoiles. L'espace était froid, mais la rage brûlait plus fort encore. Dans le silence au-delà des anneaux de Saturne, 3 vaisseaux éclaireurs Tavari volés, planètes en formation. Peints en noir mat, leur signature thermique s'était-elle masquée par une vieille technologie furtive terrienne, interdite depuis des siècles. À l'intérieur du vaisseau de tête, Elias Ward arpentait la pièce comme un animal en cage. « Avons-nous les trajectoires orbitales exactes ?» demanda-t-il, les yeux scrutant un hologramme 3D rotatif de la cible, un relais de communication du Conseil perché sur une lune errante. C'était un nœud crucial pour le trafic interstellaire entre les systèmes intérieurs. Le désactiver ne ferait pas qu'aveugler le Conseil. Cela ferait une déclaration. « Nous sommes synchronisés », répondit Lynn Tanaka depuis la barre. Elle était jeune, à peine 25 ans, avec des pores neuronaux augmentés le long du cou comme des anneaux d'argent. Née après le blocus, elle n'avait jamais vu la Terre sans la faim. 10 secondes pour percer la fenêtre. Elias hocha la tête. Pas de survivants. Laissez l'épave flotter. Personne ne broncha. Ce n'étaient plus des soldats. C'étaient des rappels. Que chaque coup de pied du Conseil avait désormais des conséquences. La première explosion résonna comme un battement de cœur. Silencieuse, puis hurla rouge à travers le vide. Le dôme du bouclier du relais se brisa sous l'impact d'une torpille cinétique. Torpille. Puis vint le feu des rails, tranchant métal et chair avec la même indifférence. Des alarmes retentirent dans des langues extraterrestres. Les drones de défense de la station se mirent en branle, mais l'humanité avait appris. Ils les brouillèrent, retournèrent leur propre code contre eux.
À l'intérieur de la station, les cris s'interrompirent lorsque les systèmes gravitationnels s'effondrèrent. L'oxygène se libéra dans l'espace. Des corps, des employés du Conseil, principalement Arctaï et Jarvan, flottaient comme des déchets, encore agités de spasmes. La voix de Lynn était calme, relais neutralisé, panne du Conseil dans 4 secteurs. Diffusez le message, gronda Elias. Elle tapota la console. Sur des milliers de planètes, des mondes centraux aux colonies périphériques, les holo-écrans clignotaient. Un message unique apparut dans toutes les langues connues. L'humanité n'oublie pas. L'humanité ne pardonne pas. Ce n'est que le début. La panique s'installa. Les chaînes d'information du Conseil tentèrent de dissimuler l'affaire, mais les images fuyaient. Des soldats aux traits terriens, des enregistrements vocaux en anglais, la brutalité indéniable de la colère terrienne. Sur Xartol Prime, le Conseil se réunit dans le chaos. « C'est du terrorisme !» cracha le chancelier Aksaret, son corps cristallin palpitant de façon erratique. « C'est un acte de guerre !» tonna Vakor en frappant la table. « Ils étaient censés être sous contrôle !» cria un autre. Mais Naomi Reza était calme. Elle observait depuis l'ombre du siège silencieux de la terre, toujours exilée, toujours muette, mais plus impuissante. « Ils ne sont plus sous contrôle, » dit-elle doucement. « Tu t'en es assuré. » Pendant ce temps, sur Terre, les choses changeaient. Les blocus flottaient toujours en orbite, mais moins nombreux. Les vaisseaux du Conseil avaient commencé à disparaître. Leurs équipages n'avaient jamais été retrouvés. Les satellites s'éteignaient un à un. Le ciel n'était plus sûr pour eux. Et dans les cités souterraines, construites après les violentes émeutes de la faim, un nouvel état d'esprit s'était installé. Ce n'était plus le désespoir, c'était la fureur. Les gens ne chuchotaient plus. Ils s'entraînaient. Ils fabriquaient des armes à partir de matériaux de récupération. Des enfants d'à peine 10 ans apprenaient à brouiller des scanners et à démonter des fusils à plasma. Une fille, Amira Kell, était déjà connue des rebelles sous le nom de l'ombre de Nairobi. À 12 ans, elle a piraté un réseau de sécurité des transports municipaux et l'a redirigé droit vers une montagne. Aucun survivant. Elle n'a pas souri en le faisant. Elle demanda simplement s'il y avait de la nourriture à bord, et lorsqu'ils répondirent « oui », elle leur dit de ramasser chaque miette avant que le Conseil ne riposte. Il n'y avait plus d'innocence, que la survie, que le châtiment. Et loin, aux confins de l'espace connu, un vaisseau massif était en construction. Caché dans un astéroïde creusé, propulsé par un noyau quantique volé, ce vaisseau ressuscité ne ressemblait à rien de ce que l'humanité avait connu auparavant. Il n'était ni élégant ni joli. C'était un instrument contondant, un vaisseau construit pour écraser des flottes et envoyer un message en ruine et en flammes. Elias Ward observait sa construction avec une fierté sombre. « Il est presque temps », dit Lynn à côté de lui. Il hocha la tête. Ils ont vécu en paix trop longtemps. Ils ont oublié ce que nous sommes. Que sommes-ce nous? Il se retourna, le visage à moitié dans l'ombre. Que sommes-nous? Il se retourna, le visage à moitié dans l'ombre. Nous sommes l'espèce qui a inventé la guerre avant le langage.
Nous l'aimions, le maîtrisions, l'ensevelissions sous une fausse paix, jusqu'à ce qu'il le déterre. Il marqua une pause, le regard perdu dans les ténèbres de l'espace. Maintenant, nous allons leur rappeler. Le Conseil galactique, autrefois symbole de l'ordre interstellaire, se défaisait fil par fil. La panique n'était pas une chose à laquelle ils étaient habitués. Leur règne reposait sur une logique froide, des traités ancestraux et des complexes de supériorité construits au fil des millénaires. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsque les lignes de communication furent coupées et que les avant-postes furent réduits en cendres. Ils avaient requalifié la Terre de primitive, indisciplinée et prévisible. Et maintenant, ils ignoraient ce que la Terre allait faire ensuite. Les réunions se poursuivaient 24 heures sur 24 à Jar Tul Prime. Les flottes militaires étaient redéployées. Les convois commerciaux étaient déviés. Les mondes frontaliers se préparaient aux attaques venant de l'ombre. Partout, les rumeurs concernant les terriens se répandirent comme une traînée de poudre. Certains les craignaient, d'autres les admiraient, et quelques-uns commencèrent à remettre en question la légitimité du Conseil. De retour sur la face cachée de Callisto, lune de Jupiter, cachée sous sa croûte de glace, Elias Ward se tenait devant une table entourée d'holocartes et de schémas de guerre. Autour de lui se trouvaient des rebelles, des transfuges, des IA tacticiens rebelles, et même quelques alliés non humains déçus par les mensonges du Conseil. L'un d'eux, un Drexien à 4 bras nommé Varlock, s'exprima d'une voix gutturale. « L'emprise du Conseil faiblit. Déjà, 3 systèmes refusent d'appliquer l'embargo. Si nous frappons un monde central majeur maintenant, cela brisera leur illusion de contrôle. » Elias sourit sans humour. « C'est l'idée. »« Mais quelle cible ?» demanda Lynn, les yeux scrutant les coordonnées planétaires. « On pourrait frapper quelque chose de symbolique, comme l'Académie de la paix galactique sur l'Eros, ou quelque chose de stratégique, comme les fonderies de drones en orbite autour d'Erix III. »« Non, dit Elias. On touche à leur fierté. » Il tapota l'holo-écran, faisant apparaître l'image tournante de Solaris, une cité-monde scintillante considérée comme le joyau de la civilisation du Conseil. Riche, intouchable. Des générations entières de nobles, de diplomates et de stratèges y avaient élu domicile. Elle avait été protégée par des canons orbitaux, des grilles de défense et une flotte de sécurité d'élite. Pour la plupart, c'était un suicide. Pour Elias, c'était le but. Nous infiltrons, sabotons leur système de l'intérieur, puis nous mettons le feu à leur ciel, dit-il. Qu'ils sachent que même leur nid le plus sûr n'est pas hors de portée de la terre. Le plan était insensé, impossible même, ce qui le rendait parfait. 1 mois plus tard, l'opération était lancée. Lynn, déguisé en émissaire commercial cybernétique, infiltra Solaris sous une fausse identité. Varlock se fit passer pour son escorte de sécurité. À l'intérieur des tours étincelantes de la Cité-Monde, le luxe aveuglait les yeux. Les habitants croyaient encore à la version de la réalité du Conseil. L'humanité était une peste à discipliner. Les rebelles n'étaient que des terroristes. Le système était éternel. Mais ces illusions volèrent un temps en éclats lorsque le réseau électrique fut coupé. Dès que les lumières s'éteignirent, la panique s'installa.
Les ascenseurs se sont figés. La gravité a été déstabilisée. Des drones automatisés ont attaqué leurs pilotes. Depuis les principales tours de diffusion, la voix de Naomi a tranché l'obscurité comme une lame. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes votre reflet. C'est la douleur que nous avons endurée. Vous ne l'aviez simplement pas ressentie jusqu'à maintenant. Puis le ciel est devenu rouge. La résurgence arriva par un sillage masqué, perçant les défenses orbitales de Solaris à une vitesse terrifiante. Pas de négociation, pas d'exigence, juste le tonnerre et la vengeance. Le premier barrage brisa le réseau de boucliers planétaires. Le second ravagea les spatioportes. Le feu s'abattit sur des tours qui n'avaient jamais connu la guerre. Les gardes du Conseil se précipitèrent. Les civils hurlèrent. Mais il était trop tard. Elias mena lui-même l'assaut terrestre, ses bottes piétinant les allées de marbre tachées de fumée et de sang. Il n'était pas là pour conquérir. Il était là pour leur rappeler. Un envoyé du Conseil supplia à ses pieds. « S'il vous plaît, il y a des enfants ici, des familles. Nous ne sommes pas tous comme eux. » Elias baissa les yeux, le regard froid. « Nous non plus. » Il s'éloigna, tandis que les détonations résonnaient derrière lui. La résurgence s'arrêta quelques heures plus tard, laissant Solaris paralysé. Les tours autrefois fières de la ville n'étaient plus que ruines, ces riches élites réduites en poussière ou traînant les blessés sous les décombres. Le message était clair. Nul endroit n'est sûr. Sur Terre, des foules se rassemblaient autour d'écrans de fortune dans des villes souterraines. Lorsqu'ils virent le feu dévorer Solaris, ils ne se réjouirent pas. Ils ne pleurèrent pas à ce pas. Ils observèrent en silence, non pas par cruauté, mais parce que justice était faite et qu'ils n'en avaient pas fini. La riposte fut rapide, brutale, précise. Quelques jours après l'attaque de Solaris, le Conseil déclencha les protocoles de purge, un ordre ancien et rarement à utiliser, destiné à purifier les civilisations rebelles avant qu'elles n'en contaminent d'autres par leur défiance. Pas de procès, pas de diplomatie, juste l'annihilation. Leur première cible n'était pas la Terre, mais Mars. Le Conseil pensait briser l'humanité en attaquant d'abord ses colonies, en paralysant le soutien et en démoralisant la résistance. Mais ils ignoraient ce qu'était devenu Mars pendant le blocus. La planète rouge avait appris à vivre de débris, construit des villes sous terre, élevé des enfants sous des cieux artificiels, et leur avait appris que la survie n'était pas un privilège. C'était la guerre. Lorsque le bombardement orbital commença, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Les cuirassés du Conseil approchaient avec assurance, lançant des attaques de plasma qui vaporisaient d'anciennes plateformes minières et des portions vitreuses de la croûte martienne. Mais sous la surface, enfouis plus profondément que leurs capteurs ne pouvaient le détecter, se trouvaient les loups de cendre, des équipes d'intervention humaine entraînées dans l'obscurité pour cet instant précis. Ceux qui s'étaient entraînés dans l'obscurité pour cet instant précis. Le capitaine Arya Devlin les menait. Née sur Mars, elle n'avait jamais mis les pieds sur Terre. Sa peau était brûlée par les radiations et ses poumons nécessitaient des implants filtrants. Mais son cœur, de fer pur,
Elle regarda les vaisseaux du Conseil pilonner sa planète. Puis elle donna le signal. En quelques minutes, des canons électriques camouflés surgirent des canyons du cratère, verrouillant leur cible et tirant avec une précision terrifiante. Des torpillae à fusion de fabrication humaine, assemblées à partir de technologies illégales et de pièces de contrebande, jaillirent de silos cachés et atteignirent leur cible. Un dreadnought explosa en pleine orbite, sa coque brisée, s'écrasant dans le ciel martien comme une pluie de confettis enflammés. C'est alors que la véritable contre-attaque commença. Mars lança sa propre flotte, composée de petits vaisseaux rapides, pour la plupart des transporteurs miniers reprogrammés, armés de découpeurs plasma et de réseaux de piratage. Ils échappèrent au chaos, abordèrent les vaisseaux ennemis et retournèrent leur propre système contre eux. À la fin du deuxième jour, 3 vaisseaux du Conseil avaient été perdus, mais le coup fut dévastateur. Des villes martiennes entières avaient été rasées, des familles disparues en un clin d'œil. Les tempêtes de poussière charrièrent cris et cendres sur ce qui restait. Dans un secteur, un enfant fut retrouvé assis seul près d'un abri effondré, les yeux fixés sur le ciel qui avait tenté de le tuer. Lorsqu'on lui demanda son nom, il répondit simplement « Je suis Rage Now ». Ce cri devint un cri de ralliement. « Nous sommes Rage Now ». La Terre l'entendit, les colonies l'entendirent. Même les rebelles cachés dans les systèmes périphériques le répétaient à voix basse, comme un vœu sacré. Pendant ce temps, le Conseil se désintégrait plus vite qu'il ne pouvait le contrôler. Des mondes autrefois fidèles commencèrent à se poser des questions difficiles. Pourquoi avait-il menti sur la rébellion de la Terre? Pourquoi tant de ressources étaient-elles investies dans la répression d'une espèce qui, de droit, aurait dû être anéantie il y a un siècle? Pourquoi tant des leurs mouraient-ils, tandis que les humains revenaient toujours plus forts? Certaines races, discrètement, secrètement, commencèrent à fournir des renseignements à la Terre. Quelques-unes proposèrent même des armes. D'autres désertèrent carrément. Et malgré tout, Naomi Reza continua à travailler. Toujours considérée comme une exilée, elle opérait dans l'ombre, fournissant des renseignements à Elias et au réseau de résistance. Mais à présent, quelque chose de plus dangereux s'éveillait en elle. Elle avait des contacts à l'intérieur, des alliés qui connaissaient le secret le plus sombre du Conseil. Un plan qu'ils avaient élaboré des siècles auparavant, une ultime solution de secours. Le dispositif d'effacement, une arme qui ne détruisait pas une planète, mais mais l'effaçait, atome par atome, mémoire par mémoire. Plus rien, pas même l'histoire. Ce n'était resté que théorique, jusqu'à maintenant. Elle découvrit des transmissions confirmant que le Conseil avait activé son processus de déploiement. Il comptait l'utiliser sur Terre pour éliminer complètement le problème, comme si l'humanité n'avait jamais existé. Naomi fixait le message clignotant sur son écran. Coordonnées, chronologie, code d'activation. « Ça y est », murmura-t-elle. Le Conseil ne cherchait plus à gagner. Il essayait d'effacer les preuves de son échec. Mais l'humanité avait une dernière carte à jouer. Ni diplomatie, ni défense. Une contre-attaque si brutale, si inoubliable, qu'aucune espèce, aussi arrogante soit-elle, ne songerait plus jamais à les contrer. Naomi appela Elias. « Nous devons tout lancer, dit-elle. Pas seulement des navires, pas seulement des bombes. » Il ne demanda pas pourquoi,
Ils le savaient déjà. Il est temps de leur donner ce qu'ils craignent le plus, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Il sourit, les yeux brûlants de fureur. L'histoire humaine. On l'appelait le coffre. Enfoui sous les profondeurs des océans de glace de Virex 7, l'installation la plus secrète du Conseil galactique, se tenait telle une divinité endormie, silencieuse, invisible et mortelle. Aucune trace de son existence n'existait dans les bases de données publiques. Seules les espèces les plus haut placées du Conseil savaient qu'elle était réelle. C'est là que le dispositif d'effacement était stocké sous bioloc, avec cryptage temporel et un coupe-circuit capable de détruire la moitié du système stellaire si quelqu'un tentait d'y pénétrer. Et maintenant, une équipe humaine s'apprêtait à s'introduire. Elias Ward se tenait dans la faible lumière du Phantom Wraith, un prototype de vaisseau furtif si perfectionné qu'il n'aurait jamais dû exister. Il était alimenté par des moteurs Tavari Matterfold volés et protégé par une technologie issue de la rétro-ingénierie des réseaux de camouflage du Conseil. Une petite équipe de 20 personnes était prête, chacune sélectionnée parmi les recoins les plus meurtriers de la rébellion terrestre. Pas de cérémonie, pas de discours, juste une résolution tranquille. Lynn ajusta son équipement, vérifia 2 fois les lames de fusion sur ses hanches et regarda Elias. « Même si nous parvenons à l'intérieur, nous ne pourrons pas le désactiver comme ça. Ils reconstruiront ailleurs. » Elias ne la regarda pas. « C'est pour ça qu'on ne le désactive pas, » dit-elle en clignant des yeux. « Tu veux dire qu'on l'a déclenché ?» dit-il d'une voix calme. « Ici, sur Virex 7, qu'on le laisse s'autodétruire. Le Conseil perd son atout et une grande partie de son âme. » Un silence régna. Puis, un par un, l'équipage acquiesça. Ils comprirent. C'était un suicide. Mais l'humanité n'avait plus peur de mourir. Pas si cela signifiait écrire une page d'histoire irréversible. Le spectre fantôme franchit les défenses planétaires extérieures comme de la fumée. À l'intérieur du périmètre de la voûte, des drones planaient silencieusement sous les vagues à la recherche de signes de vie. Mais le vaisseau humain déployait des leurres organiques, des créatures aux hausses aquatiques génétiquement modifiées qui attirent l'attention juste assez longtemps pour que la véritable équipe puisse s'y infiltrer. Elias, Lynn et Varlock menèrent l'infiltration. L'intérieur du caveau était une merveille perverse. Des métaux extraterrestres fusionnés à un câblage neuronal pulsé, tel un organisme vivant enveloppé de béton. En son cœur, le dispositif d'effacement reposait sur une plateforme surélevée, suspendue en stase magnétique. Il ressemblait à une étoile gelée, brillante, bourdonnante de puissance et d'une beauté incroyable. Et tout autour, des rangées de cryopodes. Chacun d'eux contenait des scientifiques du Conseil en stase profonde, témoins, gardiens de l'oubli. « On les tue ?» demanda Lynn, déjà armée. « Non, » dit Elias, en sortant une clé USB de son sac. « On les laisse se réveiller, on veut qu'ils regardent. » Il connecta la clé USB au cœur d'effacement. « On veut qu'ils regardent. » Et il connecta la clé USB au cœur d'effacement. Naomi avait intégré un virus codé dans les schémas de la mémoire humaine qui non seulement déclencherait l'implosion de l'appareil, mais imprégnerait également tous les systèmes du Conseil du message. Vous avez anéanti nos droits, nos foyers, notre avenir.
Maintenant, regardez-nous anéantir vos dieux. » Alors que le compte à rebours commençait, des alarmes retentirent tant dans la chambre forte. Les scientifiques s'agitèrent. Des tourelles défensives tombèrent du plafond. Des sirènes hurlèrent dans 16 langues. Mais il était déjà trop tard. Les humains avaient téléchargé le virus et activé le système de sécurité. Le coffre était désormais une bombe. Elia se tourna vers l'équipe. Route d'extraction Oméga. Ils coururent, évitant les explosions de plasma et les tunnels qui s'effondraient. L'IA du coffre était en train de fondre, tentant de contourner le déclencheur d'effacement, mais le code de Naomi tenait bon. Dans 30 minutes, tout aurait disparu. Alors qu'ils atteignaient le bord de l'océan, le spectre fantôme s'éleva à leur rencontre. Calcinés, à moitié endommagés, mais vivants. Ils échappèrent aux radiations dans le silence. Partout dans la galaxie, les canaux de commandement du Conseil s'embrasèrent de panique. Leur arme la plus puissante avait disparu. Leurs archives de contrôle, leurs données sur la rébellion terrestre, leur longue liste de menaces classifiées furent anéanties avec. Ils tentèrent de dissimuler l'affaire, mais il était trop tard. En quelques jours, des mouvements de résistance surgirent sur une douzaine de mondes alliés au Conseil. L'illusion de l'invincibilité du Conseil s'était brisée, et pour la première fois depuis des siècles, leurs ennemis n'avaient plus peur. Ils étaient en colère et unis. Le Conseil avait toujours cru au contrôle, non à la paix, mais au contrôle. Leur empire tout entier reposait sur l'illusion que l'ordre naissait de l'obéissance, que la peur engendrait la stabilité et que la rébellion pouvait être éradiquée par une force écrasante et quelques anecdotes historiques censurées. Mais lorsque le coffre-fort disparut, lorsque leur propre appareil fut utilisé contre eux, mais lorsque le coffre-fort disparut, lorsque leur propre appareil fut utilisé contre eux, quelque chose de bien plus dangereux que la rébellion s'enflamma à travers les étoiles. L'inspiration. Cela commença avec les mondes du bord, des systèmes qui avaient été taxés, surveillés et réduits au silence pendant des siècles, s'élevèrent du jour au lendemain. Les colonies minières de Velernif saisirent leurs surveillants. Sur Talix Prime, les ouvriers démantelèrent les tours de propagande du Conseil et les remplacèrent par de rudiments de drapeaux portant l'inscription « Plus jamais ça ». Puis vinrent les défections. Les navires Kizavos abandonnèrent leur poste. Les capitaines désobéirent aux ordres directs. Des milices planétaires entières, autrefois fidèles au Conseil, diffusèrent des messages de soutien à la Terre. Le Conseil galactique, en désespoir de cause, promulgua le protocole d'unité, ultime tentative pour préserver sa domination en contraignant tous les mondes membres restants à un front de guerre unique. Une bannière, une armée, un objectif: la destruction totale de la Terre et de toute espèce alliée. Ils la baptisèrent Opération Crépuscule Final. La plus grande flotte de l'histoire galactique se mit en mouvement. Un mur de vaisseaux de guerre, de cuirassés, de barges de transport de troupes et de vaisseaux destructeurs de planètes s'étendait à travers les systèmes. Il lui faudrait des semaines pour atteindre l'orbite terrestre. Elias Ward n'attendit pas. Dans un bunker caché sous le vieux Chicago, devenu une forteresse de données et d'acier, il observa les hologrammes de la flotte qui approchait.
des milliers d'icônes clignotantes, chacune représentant la mort. Ça y est, dit doucement Naomi à côté de lui. On a trop titillé le dragon. Maintenant, il est réveillé. Elias secoua la tête. Numéro, ce n'est pas un dragon. Les dragons ont de la fierté. Ce point d'interrogation. C'est un dieu mourant qui griffe sa tombe. Il n'avait qu'été que quelques jours pour se préparer. Les défenses terrestres étaient encore en lambeaux. Plateformes de missiles, canons électriques occultés, tours IEM, la plupart construites à partir de technologies récupérées du Conseil. Mais Elias possédait une chose qu'il n'avait pas, l'unité. Il fit appel à tous les alliés. Vaisseaux de la résistance martienne, bombardiers furtifs du syndicat Saturne, équipage pirate de l'étendue d'Andromède, même quelques ingénieurs Tavari, autrefois ennemis, arrivèrent avec des noyaux de plasma expérimentaux pour suralimenter le réseau terrestre. Ils ne défendaient pas seulement la Terre, ils défendaient l'idée même de résistance. Alors que la flotte du Conseil croisait l'orbite de Neptune, des vaisseaux humains s'élevèrent à leur rencontre. Le ciel se transforma en un champ de bataille pile divin. Des explosions illuminaient le vide. Des coques se fissuraient, des pilotes hurlaient, mais pour chaque vaisseau humain détruit, 2 autres le suivaient avec une fureur vertueuse. Elias mena la résurgence, désormais modernisée, meurtrie et plus dangereuse que jamais. Varlock manœuvrait le canon principal, tandis que Naomi coordonnait les réseaux de défense depuis une station orbitale. Puis vint le tournant. Le vaisseau amiral du Conseil, le porté du jugement, long de 5 kilomètres, émergea de l'hyperespace, armé d'un noyau de singularité. Il déchaîna une explosion gravitationnelle qui déchira les lignes humaines, engloutissant 6 vaisseaux en 1 seconde. Mais la Terre attendait. L'ancienne station spatiale lunaire, autrefois considérée comme désaffectée, s'activa. Son noyau, alimenté par une IA du Conseil volée et reprogrammée par Naomi, elle-même déclencha une contre-onde antigravité qui déstabilisa la portée du jugement. Dans cette fraction de seconde de chaos, Elias ordonna à tous les bombardiers restants de frapper. Ils n'hésitèrent pas. La colère de l'humanité se déversa sur le plus grand vaisseau de guerre du Conseil sous la forme de tirs nucléaires, de barres cinétiques et de torpilles à virus codés qui détruisirent son IA interne. Il se brisa en 2, puis brûla les lignes de commandement du Conseil, le silence régnant. L'impensable s'était produit. Leur vaisseau le plus puissant avait été détruit par les humains. La panique s'empara de leur flotte, la confusion, les luttes intestines, puis la retraite. La grande flotte fit volte-face, brisée, non pas par une force écrasante, mais par la seule volonté. L'humanité n'avait pas gagné parce qu'elle était plus forte. Elle a gagné parce qu'elle était plus en colère, parce qu'elle refusait de s'éteindre en silence, parce qu'elle se souvenait de chaque mensonge, de chaque cicatrice et de chaque cri oublié. Au lendemain de la plus grande bataille spatiale de l'histoire, la Terre aurait dû avoir un moment pour respirer. Mais la paix n'attendait pas dans l'ombre. La vengeance, elle, la défaite du Conseil sur la Terre, n'a pas uni la galaxie, cela l'a brisée. Quelques jours après le retrait, le Conseil galactique, autrefois puissant, s'est fracturé en factions. Certains ont imploré des négociations, voyant dans la force de la Terre et la sympathie du public un signe de réforme. D'autres, les anciens sangs, ont refusé de s'incliner.
c'étaient les espèces anciennes, celles qui avaient bâti le Conseil par la force et la conquête. Leur fierté avait été profondément blessée. Pour eux, la Terre ne représentait pas une menace. C'était une tâche qu'il fallait effacer de l'histoire. Et ils avaient une dernière chance. Un général de l'ombre, connu sous le nom de Koth-Zeroun, sorti d'exil. Croyé mort après les purges frontalières des siècles auparavant, il était revenu avec une flotte de mercenaires, d'anciens agents du Conseil et d'assassins planétaires, qui ne lui étaient loyaux qu'à lui. Il ne voulait pas restaurer le Conseil. Il voulait anéantir l'humanité, individu par individu, planète par planète. Elias l'apprit trop tard. Les forces de Koth attaquèrent d'abord les colonies extérieures, incendiant les colonies humaines dans l'espace lointain, assassinant des diplomates et diffusant de la propagande sur les réseaux. Il baptisa sa campagne la correction. Et contrairement au Conseil, Koth se fichait des lois de la guerre et des règles d'engagement. Il recherchait la peur. L'un de ses premiers messages fut diffusé sur toutes les fréquences humaines. L'écran vacilla, des parasites crépitèrent. Puis le visage d'un vieux seigneur de guerre reptilien apparut, la peau comme un os desséché, les yeux noirs et sans fond. Tu crois avoir gagné, mais ta victoire est une braise dans un feu de forêt. Je n'ai ni conseil ni maître. Je réponds à la vengeance, et je vous apprendrai, humains, que la rage brûle à son apogée, juste avant l'extinction. Et il conclut son message en exécutant à l'écran un groupe d'éclaireurs martiens capturés, lentement, cruellement, juste pour envoyer un message. Elias ressentit ce message comme une lame dans sa poitrine. Naomi répondit par le silence. Mais derrière le silence, elle construisait quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas une arme, c'était un virus. Pas un virus pour les machines, mais pour les esprits. Elle l'appelait Projet Lazarus. Construit à partir de fragments de technologie du Conseil et d'émotions humaines brutes, il était conçu pour infecter la structure de commandement de Koth. Non pas par le code, mais par l'histoire. Mémoire, symbole. Elle se propageait par des images, de vieux enregistrements de guerre sur la survie de la Terre, des murmures sur les canaux interstellaires. C'était un fantôme numérique qui rappelait même aux soldats de Koth ce que les humains avaient survécu, ce qu'ils avaient fait pour gagner. Et pire encore, certains d'entre eux remettaient en question leurs ordres. Tandis que Naomi combattait en silence, Elias préparait la terre à un second siège. Seulement, cette fois, la guerre ne se déroulait pas par flotte régulière, ni selon un schéma prévisible. Les attaques de Koth étaient aléatoires. Gorille, sale, il utilisait des capsules suicides, des agents dormants, des bombes à plasma dans des vaisseaux de réfugiés. Lorsqu'il frappa la terre, il n'utilisa pas de cuirassés. Il utilisa des sangsues mémorielles, des appareils qui brûlèrent dans toutes les archives historiques des grandes villes, effaçant les archives humaines, les arbres généalogiques et même les journaux de guerre de la grande bataille. Il ne s'agissait plus de tuer des humains. Il s'agissait d'effacer ce qui les rendait humains. Lors d'une attaque, un musée entier de New Tokyo fut entièrement rasé. Peintures, voix, n'ont disparu. Mais un concierge, un vieil homme nommé Yuto, survécut. Lorsqu'Elias le trouva assis parmi les cendres, serrant encore un datapad calciné,
Il lui demanda pourquoi il n'était pas parti. Yuto répondit simplement, « S'ils effacent les histoires, ils nous effacent. » Je suis resté pour me souvenir. Elias a pris ces mots et en a fait une bannière. Nous restons pour nous souvenir. Il l'a peint sur des navires, l'a téléchargé dans des pare-feux, l'a intégré dans du code. Et l'humanité, fatiguée, ensanglantée mais intacte, a recommencé à se battre. Pas seulement avec des armes, mais avec la mémoire, l'art, la défiance. Tout a commencé par le silence. Non pas le silence réconfortant de la paix, mais le calme glacial et aigu de l'anticipation, comme le souffle qui précède un cri. Kotzerun était venu achever ce que le Conseil n'avait pas pu faire. Il descendit sur terre avec son armada de Sacrenueit, une flotte constituée des eaux de vaisseaux conquis, chaque vaisseau irradiant l'énergie volée à des civilisations anéanties. Pas de règles, pas de diffusion, pas d'exigence, juste la mort. Il ne cherchait pas la reddition, il cherchait l'extinction, mais il s'était trompé. Il pensait que l'humanité se battrait comme avant, avec désespoir, courage et armes obsolètes, nourries par la vengeance. Il s'attendait à des survivants obstinés, acculés et en colère. Il ne s'attendait pas à ce que la Terre évolue. Aelias Ward se tenait sur le pont de commandement du Résurgence, non pas en armure, mais en noir, en deuil, non pas de ce qu'ils avaient perdu, mais de ce qu'ils allaient devenir. Derrière lui se tenait Varlock, marqué et inébranlable, et Naomi, qui avait depuis longtemps cessé de sourire. Ils ne luttaient plus pour survivre, mais pour devenir invincibles. Le virus de Naomi, le projet Lazare, avait atteint son stade ultime. Il ne se contentait plus d'infecter les systèmes, mais était désormais ancré dans l'esprit des soldats, des rebelles et des civils de toute la galaxie. Il transportait les souvenirs de la chute de la Terre, de son ascension, de sa fureur, et il passa de l'état d'être à l'état d'incendie. Il ne tuait pas, il réveillait les gens. Lorsque les vaisseaux de côte entrèrent en orbite terrestre, s'attendant à un monde fracturé, ils découvrirent un réseau de défense unifié, canalisant l'énergie de chaque colonie. Mars envoya des ogives cinétiques. Europe tira des lances à plasma. Titan, autrefois silencieux, lança des javelots électromagnétiques qui transpercèrent les croiseurs de côte. Mais ce n'était que le prélude. Elias activa la phase finale du plan de Naomi, le noyau miroir. Ce n'était pas une arme au sens traditionnel du terme. C'était une IA psychologique qui reflétait chaque ordre donné par Koth, transformant ses propres ordres en doute pour ses troupes. Les soldats commencèrent à entendre des ordres alternatifs. Les vaisseaux étaient divisés entre des directives contradictoires. Le chaos s'installa. Au sein de l'armada des Sacrenuits, les capitaines s'affrontaient, incertains de qui commandait réellement. La fureur de Koth résonna sur tous les canaux. Vous vous moquez de la guerre avec des ruses et des énigmes. Venez m'affronter comme un soldat, répondit Elias. La résurgence perça les lignes de côte, flanquées de croiseurs rebelles modernisés et de drones contrôlés par des enfants de la Terre qui avaient grandi en apprenant la guerre comme les mathématiques. Ils n'ouvrirent pas le feu en premier. Ils laissèrent Côte arriver. Son vaisseau amiral, le saignant. Gueule braqué sur la résurgence. Un dernier duel. Mais Elias ne tira pas un seul coup de feu. Au lieu de cela, il ouvrit un canal et passa l'enregistrement de Yuto.
le vieux concierge, la voix rauque et tremblante, parlait sur les cendres. On peut tuer un homme, brûler une maison, effacer un nom, mais on ne peut détruire la mémoire. On ne peut mettre fin à ceux qui refusent d'oublier. Et puis Elias parla, calme mais inflexible. Nous n'avons pas besoin de gagner, Koth. Nous devons juste nous assurer que tu resteras dans les mémoires comme le dernier tyran. Et nous, la dernière espèce que tu as sous-estimée. Naomi appuya sur exécuter. Le virus se propagea, non pas dans les vaisseaux, mais dans le noyau neuronal personnel de Koth. L'assistant IA dans son propre cerveau, autrefois loyal, commença à rejouer chaque atrocité, chaque cri, chaque monde effacé qu'il avait détruit. Koth hurla en perdant le contrôle de son esprit. Son vaisseau s'éteignit, et la terre, impitoyable, ouvrit le feu. La gueule sanglante explosa en une tempête silencieuse et brillante de lumière blanche. La guerre était finie, non pas parce que l'ennemi s'était rendu, mais parce qu'il n'avait plus la volonté de se battre. Des années plus tard, des statues seraient érigées. Pas seulement d'Elias, de Naomi ou des morts, mais aussi des enfants qui codaient les défenses des bunkers. Des anciens qui enseignaient l'histoire sous les bombardements, des anonymes qui gardaient les histoires vivantes. L'humanité n'est pas restée dans les mémoires pour sa violence. Elle est restée dans les mémoires pour sa rage, inébranlable, juste et pure. Lorsque le Conseil galactique a tenté d'effacer la Terre de la surface des étoiles, l'humanité ne s'est pas contentée de riposter. Elle a réécrit la fin et s'est assurée que tout le monde s'en souvienne, pour toujours.